Bienvenue sur Africa 24 dans cette édition spéciale de l'Africa Newsroom depuis Bangui en Centrafrique. À quelques semaines de la présidentielle du 28 décembre 2025, la République centrafricaine doit répondre à des défis majeurs: l'accès aux services publics, la gouvernance, la transparence, la lutte contre la corruption et la protection des libertés fondamentales. Pour analyser ces enjeux cruciaux, nous recevons aujourd'hui Maxime Balalo, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Bienvenue sur Africa 24. Bonjour. Nous recevons également Serge Ghislain Diori, candidat du collectif pour l'alternance politique pour une nouvelle Centrafrique. Bienvenue sur Africa 24. Merci. Avant de commencer nos échanges, je vous propose de suivre cet élément signé par la rédaction d'Africa 24. S'il n'y a pas de paix, c'est difficile de parler de développement. Alors donc, c'est déjà cet aspect, il y a la question de gouvernance. Et je vous dis que ce pays est véritablement sur un chantier de réforme. Il y a des réformes pratiquement dans tous les secteurs, justement pour créer, donc, vous remplir les conditions pour faciliter donc, la mise en œuvre donc, de PND. Tout projet, il faut obtenir les résultats. Pas que de manière orale, mais vous aurez certainement l'opportunité de parler avec la population. Voilà, c'est la population qui doit exprimer donc, sa satisfaction par rapport aux résultats obtenus. Parce que si on n'apporte pas de changement, évidemment, le projet n'a pas de sens. La RCA a assez d'opportunités et souhaite vivement que les partenaires viennent pour que nous travaillions dans le cadre du développement de notre pays et en créant des facilités d'ailleurs à ces partenaires pour leur permettre d'investir dans notre pays. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom consacré à la bonne gouvernance et aux enjeux démocratiques. Monsieur Maxime Balalo, en tant que porte-parole du gouvernement, vous êtes au cœur de la communication publique et de la transparence de l'action de l'État. Comment le gouvernement entend-il améliorer la communication institutionnelle sur la qualité des services publics, lutter contre la désinformation et renforcer la confiance des citoyens dans l'action publique? Je vous remercie. Votre question est la bienvenue puisque la communication est au cœur de l'action publique, au cœur de la mission du gouvernement, et nous, sous la très haute impulsion du président de la République, le gouvernement commence à partir des résultats concrets, des actions menées, donner plus de visibilité. Vous savez, à un moment donné, il y avait un frein. Il y avait une méfiance entre l'État, c'est-à-dire le gouvernement, et la population. Il y avait une mauvaise communication. Aussi avec les médias. Mais cette méfiance a été rompue par la vision du président de la République, qui est non seulement de faire connaître les efforts qui sont faits, et aussi d'amener la population à participer à l'œuvre de reconstruction nationale. Aujourd'hui, vous le constatez si bien, notre pays qui revient de très loin, ce pays qui renaît de ses cendres après ce moment difficile, aujourd'hui, la République centrafricaine est sous le feu de l'actualité. Parce que tout simplement, on a, dans le cadre de la politique mise en place, brisé ces barrières et ces méfiances et amené la population au plus près des actions que nous réalisons dans tous les domaines. Si vous voyez l'engouement de la population, la réaction de la population prouve à suffisance que ce peuple a compris qu'aujourd'hui, ensemble, nous devrions soutenir l'action du président de la République dans le cadre de la reconstruction nationale. Et ce chemin a été tracé par une politique audacieuse, courageuse, qui permet de mettre le Centrafricain au cœur de l'action publique. C'est ce que le président de la République a fait et c'est ce qui donne maintenant de l'assurance et qui donne beaucoup plus d'engagement au peuple
de soutenir le président de la République. Quand je vous parle, vous parlez de la communication, je me réjouis. Parce que je vous assure qu'à un moment donné, il fallait briser la glace. Nous avons réussi à mettre en face les préoccupations du peuple, nos difficultés, et nous expliquons au fur et à mesure de l'avancée que c'est difficile, mais nous pouvons le faire, et sur la base des moyens dont nous disposons avec l'appui de la communauté internationale, la RCA avance positivement. Aujourd'hui, vous avez suivi le bilan élogieux fait par le président de la République dans le cadre de la déclaration sur l'état de la nation, qui prouve à suffisance que les choses bougent. La population est en phase, le peuple est en phase avec nous parce que nous n'avons rien à cacher. Les difficultés, nous présentons les difficultés et aussi nous exhortons la population à travailler. Seul le travail permet de relever le défi à tous les niveaux. Quelles sont les mesures que vous mettez en place pour garantir l'accès équitable de l'information gouvernementale dans les zones rurales et enclavées? Très bien. Vous savez, nous avons des difficultés au départ pour l'accessibilité de l'information au niveau rural. Il faut le dire, la radio par exemple n'arrivait pas à satisfaire, puisque à l'époque des crises, notre station a été détruite, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons plus émettre sur l'ensemble du territoire. On est obligé maintenant d'installer des antennes relais, n'est-ce pas? FM. On a toutes les grandes villes pratiquement sont couvertes pour permettre à la population non seulement d'avoir accès à l'information, mais aussi à nos correspondants qui sont sur place de relayer les informations sur les efforts qui sont faits quotidiennement par nos populations dans le domaine de l'agriculture, dans différents domaines. Aussi, nous arrivons, dans le cadre de cette communication que nous mettons en œuvre, ce qui a surpris beaucoup de gens, je vous le dis aussi, le chef de l'État affronte la population. Il n'a pas peur. Et il organise... Il affronte la population dans quel sens? Dans le sens de les écouter, de leur parler et de leur donner le gage qu'ensemble, on peut changer ce pays. Et les gens ont compris. Je vais vous donner un exemple. Chaque année, il organise un déjeuner de presse pour lequel toutes les questions qui fâchent sont abordées, les préoccupations qui concernent non seulement le pays, mais qui concernent la vie des citoyens. Moi-même, j'organise chaque semaine, n'est-ce pas, une conférence, n'est-ce pas, hebdomadaire. Je ne le fais plus parce que je suis en disponibilité pour les élections, mais cette conférence permet à la presse d'être au plus près des actions que mène le gouvernement, de comprendre afin d'éviter la désinformation. Ce travail a permis de réduire la désinformation parce que la voix du gouvernement, à travers son porte-parole, a permis justement de comprendre ce qui se passe réellement et d'éviter les interprétations fallacieuses pour la population. Merci, Monsieur Maxime. Monsieur Serge Ghislain Thiori, plus de 60% des Centrafricains ont moins de 25 ans. Quelle politique publique proposez-vous pour que les jeunes participent réellement à la gouvernance et bénéficient équitablement des programmes nationaux? Bien évidemment, je vous remercie pour votre question. Mais je crois que les statistiques sont claires. 75% de la population, moins de 25 ans. Je pense que ça constitue une force plutôt qu'une faiblesse. Et sur cette population, je pense sur cette frange de la population, je pense que le b.a.-ba, c'est la formation. Il faudrait bien encadrer parce qu'un peuple qui n'est pas éduqué naturellement, il va se vouer à des choses néfastes. C'est le cas des crises que nous avons eu à connaître. Heureusement, aujourd'hui, nous avons la paix avec l'effort de tout le peuple centrafricain et puis la hiérarchie. Nous avons la paix et sûrement acquise. Moi, je pense qu'il faut organiser cette jeunesse. Premièrement, il faut différencier la formation, adapter la formation par rapport aux besoins réels de notre pays. Je crois que la plupart du temps, la population, sinon juvénile, je voulais le dire, pense que l'accès au marché du travail se fait par la voie publique, c'est-à-dire l'administration et autres. Or, il y a la culture entrepreneuriale. Il faut encadrer les jeunes de manière à ce que, dès la classe de 3e déjà, cette jeunesse puisse comprendre que
pour travailler, c'est pas seulement la voie publique, c'est-à-dire l'administration publique. Donc, moi, je pense qu'il faut revoir le système éducatif de manière à ce qu'on puisse apprendre à cette jeunesse la culture entrepreneuriale et puis le développement du secteur privé, parce que sans le secteur privé, je pense que le poumon économique va être faible. Je pense que c'est en ce sens que nous pensons et nous comptons organiser la jeunesse. Et en dehors de ça, mais si vous formez la jeunesse et que vous ne mettez pas les moyens à disposition, naturellement, cette formation sera vaine. Et la jeunesse va être, comment dirais-je, je dirais pas à la traîne, mais va se vouer à d'autres. Je pense qu'il est temps pour nous, aujourd'hui, d'organiser la richesse de notre pays, puisque nous en avons beaucoup. La richesse. Comment vous allez intégrer ces jeunes-là dans la prise des décisions? J'en viens. Je commence d'abord par la formation, parce que si vous ne formez pas cette jeunesse, vous ne pouvez pas l'intégrer dans la prise de décision de notre pays. Maintenant, quand vous n'organisez pas l'économie, naturellement, si vous intégrez cette jeunesse dans la prise de décision, ça va se voir à un échec. Je pense qu'il faut pourfendre l'administration et aussi la scène politique, puisque aujourd'hui nous avons des jeunes qui sont bien formés, nous avons des ressources conséquentes, et il faut les utiliser à bon escient, essayer de rajeunir. Je pense que des efforts ont été faits, oui, ça je vais reconnaître, mais il faut continuer dans cet élan pour pouvoir rajeunir, identifier les ressources fiables, parce que nous avons des cadres. Moi, j'ai eu à rencontrer beaucoup de jeunes pendant l'exercice de ma fonction au sein du gouvernement. J'ai reçu beaucoup de CV. Il y a des gens compétents sur qui nous pouvons compter pour pouvoir les intégrer à des postes de responsabilité. Il ne faut pas voir comment dirais-je, le niveau politique. Il faut commencer pour une bonne politique, il faut commencer par la politique administrative. Il faut des cadres bien formés pour servir au bas niveau, au niveau des agents, au niveau des chefs de service, au niveau des directions, au niveau des directions générales et au niveau des inspections et au niveau politique. Je pense qu'en faisant ça, nous allons aboutir à un résultat escompté, tant attendu par la population en général. Quel est le dispositif que vous allez mettre en place justement pour vraiment renforcer le secteur de l'éducation qui est très prioritaire ici en RCA? Je crois qu'il faut déjà il faut diversifier les sources de recettes, parce que quel que soit le contexte, même si on augmente le budget de l'éducation, et tant que nous n'avons pas les moyens conséquents, je pense que les résultats escomptés ne vont pas se faire sentir. Alors, ce que nous proposons, c'est d'abord diversifier les sources de revenus. Je reviens encore sur ça, pour pouvoir mobiliser les ressources conséquentes. Et là, maintenant, il faut augmenter le budget de l'éducation, puisque l'UNESCO demande à ce qu'au moins plus de 30%, sinon 30% du budget de l'État doit être consacré à l'éducation, je pense. Et là, maintenant, il faudrait bien orienter, parce que vous savez qu'il faut mettre en place un cadre. Le code, moi, je pense qu'il faut un code de l'éducation qui va permettre de bien gérer cette structure, sinon ce département. Et deuxièmement, il faut un code de construction des édifices scolaires. Quand vous arrivez aujourd'hui dans nos édifices scolaires, il n'y a pas, parce que c'est calqué sur l'ancienne cartographie. Mais aujourd'hui, il nous faut un standard. Dans ce standard, il faut diversifier, il faut des aires de jeu, il faut des salles de lecture, il faut numériser les salles de classe. Il faut aussi il faut un plan architectural. Vous voyez, il faut mettre les enfants dans des bonnes conditions pour pouvoir étudier. Et à partir de là, maintenant, revoir aussi le système éducatif pour permettre à notre système d'être adapté par rapport aux standards internationaux, pour ne pas dire aux standards centrafricains. Je pense qu'en faisant ça, on sera efficace et on aura des cadres bien formés. Et au niveau de l'éducation, il faut un bon système d'inspection. Vous voyez, pour éradiquer, je pense que ça fait l'objet de ce débat-là. Vous avez parlé de corruption, je pense qu'on va y arriver. Mais pour être sûr que nos étudiants, élèves et étudiants présentent les vrais résultats, il faut un dispositif pour vérifier l'évaluation au niveau scolaire. On peut évaluer, je pense que si par exemple l'élève n'arrive pas à bien étudier et par miracle il passe en classe supérieure, ce qui est un problème, c'est que nous sommes en train de produire des gens qui vont détruire plus que construire le pays. Donc je pense qu'il faut des dispositifs pour pouvoir vérifier les résultats des évaluations et puis aussi mettre les outils pédagogiques à la disposition des enfants à travers l'Internet. Nous avons la bibliothèque numérique aujourd'hui, nous avons aussi la bibliothèque physique. Donc, je pense qu'en faisant ça, nous pouvons être efficaces. Et aujourd'hui, même si l'effectif des professeurs ne tient pas, mais je pense qu'il y a un système aujourd'hui qui doit aussi nous permettre de compenser ce phénomène. Merci, Monsieur Serge. Monsieur Maxime Balalo, la confiance envers l'État sur la capacité des institutions repose à être performantes et transparentes. Quel indicateur concret le gouvernement utilise-t-il ou envisage-t-il
pour mesurer l'amélioration des services publics et afficher publiquement ces résultats? Je vous remercie. Vous savez que le gouvernement, à travers le ministre de la Fonction publique, a mis en place un vaste chantier de réforme administrative qui permet justement de rendre notre administration plus performante. Comme a dit tout à l'heure mon collègue, à travers la formation des agents aussi. Et nous avons des structures qui existent, non seulement de contrôle, d'évaluation, qui permet aussi de déterminer le niveau de performance d'une administration à partir des règles qui sont établies. Vous savez que c'est une première dans notre pays, il faut le reconnaître aussi, que l'administration soit rajeunie depuis que le président Touadéra est en fonction. Nous avons plus de 10 000 cette année qui ont été intégrés, un peu plus, il y a plus de 4 ans, 5 ans, 6 ans de cela, il y avait à peu près 3 000. Donc, on peut dire que 13 000 jeunes sont rentrés dans la fonction publique. Mais notre administration est aussi tributaire d'un ancien système qui était inadapté, il faut le dire. Mais maintenant, il faut, comment mesurer, n'est-ce pas, avoir la capacité. Nous avons mis en place tout un système qui conduit à des contrats de performance que le ministère de la Fonction publique, à travers des indicateurs, a mis en place pour évaluer, n'est-ce pas, au niveau de chaque institution. Il y a des contrats de performance que, au niveau ministériel, le ministre signe des contrats de performance faisant des cabinets et les directeurs de cabinet avec les autres institutions jusqu'au niveau déconcentré pour évaluer, c'est-à-dire au niveau professionnel, le rendement de chaque ministère. Mais ces pratiques permettent justement d'évaluer non seulement les compétences, mais de déterminer au niveau efficacité quelles sont les difficultés réelles que nous rencontrons. L'administration centrafricaine est comme l'administration d'Afrique, avec tout ce que vous connaissez, mais nous reconnaissons que des efforts importants ont été faits dans notre pays. Quand on voit aujourd'hui, vous prenez l'administration des finances avec la numérisation, n'est-ce pas, la digitalisation de services, tous les services sont en train d'être digitalisés avec de nouveaux outils, ce qui permet non seulement d'assurer la performance, aussi réduire, par exemple, les goulots d'étranglement qui sont dus, par exemple, au traitement des dossiers et autres. Tout ça, ces éléments nous permettent d'évaluer maintenant la performance, n'est-ce pas, de nos agents. Et cette politique de digitalisation a permis de renforcer les capacités de l'administration. Maintenant, vous prenez, je donne un exemple plus simple, créer une entreprise, maintenant dans notre pays, 48 ans, vous pouvez créer une entreprise. Et maintenant, les démarches administratives sont, la paperasse est réduite au plus grand nombre, tout simplement, ce qui permet aux usagers des services publics d'être servis dans de bonnes conditions. Et tous ces efforts-là continuent, n'est-ce pas, de se développer, et j'ose croire encore avec la volonté du président de la République et la nouvelle vision qu'il impulse dans le cadre d'une administration plus performante, nous pouvons honnêtement dire que la République centrafricaine est sur le bon chemin et que l'administration centrafricaine, c'est vrai, il y a encore des problèmes réels, il faut le reconnaître. La corruption, on en parlera, hein, la mauvaise manière de servir, il y a un certain nombre de tares qu'il faut lutter efficacement, mais nous avons des instruments qui existent, c'est la haute autorité de la bonne gouvernance, les inspections des services qui existent, nous avons l'inspection générale d'État, tous ces instruments-là permettent non seulement d'encadrer, de corriger les faiblesses et permettent à ce que l'administration soit plus performante. Là, je peux vous certifier que c'est un challenge, un véritable challenge. Les chefs de l'État instruisent le gouvernement. Ce travail qui se fait au niveau de tous les départements ministériels nous permet aujourd'hui, avec des mesures hardies qui sont prises. Est-ce que ces rapports-là sont à la portée du public et c'est publié à quelle fréquence? Oui, la haute autorité de la bonne gouvernance publie régulièrement des rapports, sur les contrôles qui sont faits au niveau de l'administration. Vous avez aussi la Cour des comptes, qui publie des rapports qui sont disponibles sur la gestion d'une manière globale. Il y a un certain nombre de services qui produisent régulièrement des rapports, ce qui permet de voir
comment évolue, n'est-ce pas, notre administration, quelles sont les mesures que nous pouvons, correctrices que nous pouvons prendre pour, n'est-ce pas, réduire des faiblesses qui sont observées. Et aujourd'hui, je vous ai dit que c'est un challenge parce que je n'ai pas rentré dans certaines habitudes. Au fur et à mesure, nous sommes condamnés avec les nouveaux instruments que nous avons avec le développement du numérique, n'est-ce pas, d'assurer la formation et de permettre, n'est-ce pas, à notre administration, à nos hommes et femmes qui sont formés d'être utiles au service de la nation. Serge Ghislain, en tant que candidat à la présidentielle, quel est votre point de vue sur l'amélioration des services publics? Écoutez, il s'agit de notre nation et il faut parler avec honnêteté. Vous savez, l'honnêteté morale est mieux que tout. Des efforts ont été consentis, des efforts ont été déployés. Je pense qu'il y a des choses, la vie, c'est la continuité et le développement d'un pays ne se fait pas en un jour. Il y a déjà des préalables. Je crois qu'il y a la digitalisation, la dématérialisation, comme a dit le ministre tout à l'heure, la dématérialisation de l'administration publique, mais ça, là, ça va se faire petit à petit. Je crois qu'il y a une entreprise qui a gagné le marché et qui est en train de travailler pour pouvoir dématérialiser. Mais je crois aussi qu'il faut aller aussi très vite, puisque là, bon, comme mon collègue l'a si bien dit, pour lutter contre la corruption, il faut dématérialiser. Mais moi, je pense qu'il faut aller vite, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de numérique pour qu'au moins l'impact se fait sentir très rapidement au sein de la population. Je propose à ce qu'on puisse avoir un service ou une agence nationale de digitalisation de l'administration. C'est cet organe qui va permettre de faire le travail ou bien relayer, faire le travail, mais tant qu'on n'a pas un organe qui sera en charge de faire ce travail et délocaliser, si on délocalise encore au niveau de l'administration publique, au départemental, mais je crois que ça va traîner à la longueur du temps, puisque si on a une agence bien définie, cette agence aura pour mission d'identifier les ressources humaines pour pouvoir accélérer ce processus. Je pense que c'est un besoin. Et du moment où nous allons vers l'opéralisation, ou bien nous aboutissons à l'opéralisation de la digitalisation, de fait, nous allons avoir des sites internet qui vont permettre aux investisseurs d'interroger Et comment les personnes qui sont dans les zones rurales vont avoir accès à ces informations? Vous savez, le pays actuellement a migré vers la fibre optique. Et aujourd'hui, avant, le taux de pénétration de l'Internet était faible. Mais aujourd'hui, on est autour de 20-25%. J'ai lu le dernier rapport. On est autour de 20-25% parce qu'on est en train de migrer vers l'Est. L'Ouest a été déjà, la zone Ouest a été déjà couverte et nous sommes en train de travailler pour aller vers l'Ouest. Mais c'est l'accélération. Et vous savez que le centrafricain, sinon l'Africain en général, n'a pas par habitude d'être en contact avec la technologie, mais tout ça, ça s'apprend. Je pense qu'il faut mettre en place des équipes de formation pour aller vers la population rurale déjà, en attendant l'opérationnalisation de cette digitalisation bien de numérique, former déjà les gens, les intéresser à travers des ateliers, à travers des formations, en mettant à disposition des gadgets pour que la population rurale qui n'a pas habitude d'utiliser les outils technologiques puisse commencer déjà à s'approprier en les formant dans notre langue, puisque nous avons la chance d'avoir une langue nationale qui est la langue Sango. Vous savez que la médecine a été enseignée en Chine, en chinois, mais les Chinois sont aussi bons en médecine. Donc cela veut dire que nous avons une matière. Cette matière première, fondamentale, c'est notre langue. Donc il faut adapter cette formation par rapport à la population. Envisagez-vous une réforme pour la décentralisation ici en RCA? Mais naturellement, si on ne décentralise pas l'administration, je pense qu'on va toujours tourner autour du pot et on restera dans cette optique, dans ce cocon qui laisse croire que, surtout sur notre continent, que le développement de notre pays se résume au développement de nos capitales. Ça, comme vous voyez, à chaque fois, les projets de développement sont beaucoup plus concentrés. Quand il faut décentraliser, donner plus le pouvoir et les moyens à nos gouverneurs, à nos autorités locales. Je pense que c'est la seule chose qui va faire en sorte que la population des zones les plus reculées puisse avoir accès déjà à la richesse, au développement réel, sentir le bien-être tant attendu par la population en général. Je pense que la décentralisation, je pense que c'est une condition sine qua non pour le développement réel à grande échelle de notre pays et de notre continent que j'aime tellement beaucoup. Monsieur Maxime, quelles sont les mesures que le gouvernement met en place pour renforcer les collectivités territoriales? Vous savez, nous avons des textes qui ont été votés par l'Assemblée nationale, qui concernent
la décentralisation. Cette décentralisation, la déconcentration des services, ces textes ont permis justement de créer des régions. Nous avons des gouverneurs qui sont nommés. Hein. Et aujourd'hui, toutes ces structures sont opérationnelles, il faut le reconnaître. Bientôt, nous allons élire nos maires, puisque depuis plus de 40 ans, ça je vous le dis, on n'a pas pu élire les maires. Cette année, en décembre, nous allons élire les maires. La gestion au plus près, la gestion au quotidien est une préoccupation du gouvernement. C'est pour cette raison que les élections groupées vont permettre d'élire, encore une fois, pour la première fois depuis des dizaines d'années, des maires qui seront capables d'assurer, n'est-ce pas, la gestion au quotidien. Et tout ça, le gouvernement y tient, et je remercie aussi nos partenaires qui nous ont beaucoup appuyés dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, l'appui, justement, à la restauration de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, dans toutes nos préfectures, vous avez toutes les structures administratives qui existent, et ces structures fonctionnent. C'est ça qui garantit la bonne gestion administrative et la bonne gestion locale. Et je peux vous rassurer que ces textes renforcent les capacités, n'est-ce pas, de l'État à gérer au plus près. Voilà ce que je peux vous dire. Madame, Monsieur, nous marquons une courte pause et nous revenons dans un instant pour la suite de l'Africa Newsroom sur Africa 24. Monsieur, vous avez besoin de... Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom en compagnie de nos invités Serge Ghislain Diori, candidat à la présidentielle, et Maxime Balalou, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Balalou, la lutte contre la corruption nécessite une communication transparente et régulière de l'action publique. Comment le gouvernement compte-t-il améliorer la diffusion des informations budgétaires, des décisions administratives et des résultats des audits pour garantir une transparence accessible à tous? Je vous remercie. Le président de la République fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. C'est pour cette raison que des instruments ont été mis en place pour promouvoir la bonne gouvernance. Nous avons un ministère dédié, le ministère à la justice, chargé de la justice, de la bonne gouvernance. Et nous avons aussi des instruments comme la haute autorité de la bonne gouvernance que vous connaissez, qui est en charge de veiller sur la gestion publique et de faire de telle sorte que les données de l'État soient mieux gérées. Nous avons d'autres instruments, comme l'inspection générale des finances, n'est-ce pas, qui joue un rôle clé dans le cadre du respect de l'orthodoxie financière en matière de gestion de la chose publique. Et je tiens aussi à vous rassurer que ces efforts-là sont menés sous la haute impulsion du président de la République. Le gouvernement s'emploie, mais la corruption est un mal qui gangrène nos sociétés, il faut le reconnaître. Et un peu partout. La RCA n'échappe pas à la règle. Mais nous faisons des efforts, il faut le reconnaître. Vous faites des efforts, mais quels sont ces exemples-là que vous faites sur le terrain pour améliorer? Vous savez, il y a eu beaucoup de sanctions qui ont été prises contre des fonctionnaires véreux, qui ne respectent pas, n'est-ce pas, les principes, les règles, et ceux-là sont sanctionnés. Ces exemples font légion. Nous avons des rapports qui sont publiés, et un certain nombre de personnes qui ont commis des infractions, qui répondent de leurs actes. Mais beaucoup d'efforts doivent être faits. Ça, je tiens à le reconnaître. Vous savez, la question de lutte contre la corruption est une question majeure. Et ça fait partie même des priorités du gouvernement. Le chef de l'État a instruit le gouvernement. Le Premier ministre a mis en place un dispositif au niveau de son cabinet qui permet de suivre le comportement de l'administration. Et cette équipe-là, de loin, de près, est informée à travers une ligne verte
de tout acte tendant à enfreindre la loi ou des actes qui sont de nature à pouvoir encourager la corruption. Et à ce niveau, des mesures sont prises systématiquement. Et quel est le rôle du ministère de la Communication pour lutter contre ce fléau? Le ministère de la Communication ne cesse de rappeler, n'est-ce pas, à travers des émissions, ouvre la porte à toutes les institutions, n'est-ce pas, qui informent la population sur les méfaits de la corruption et aussi sur la mauvaise manière de servir. Vous savez, quand vous êtes en face d'un mur, c'est la mafia, en fait, quand on parle de la corruption. Hein, quand on parle de la corruption, il y a un corrompu et un corrupteur. C'est deux acteurs. Mais comment faire pour réduire, n'est-ce pas, ce phénomène? C'est le respect des règles. Cette règle-là doit s'imposer à tout le monde. Chaque citoyen doit comprendre que la loi est faite pour tout le monde. Et vous êtes commerçant, vous devez payer vos impôts, vous devez les payer comme la loi l'indique, et non contourner le dispositif pour payer moins d'impôts. Tout ça aussi, c'est des mesures qui existent et les services, comme je vous disais tout à l'heure, indiqués, ces services d'inspection qui régulièrement vérifient. Je vous donne un exemple simple. Il y a quelques années, ça remonte de loin, quand j'étais conseiller économique et financier de l'actuel président, qui était Premier ministre à l'époque. Nous avons entrepris de vastes campagnes anticorruption. On a pu arrêter plus de 32 personnes dans un réseau de détournement, n'est-ce pas, qui impliquait beaucoup d'agents des régies financières. Mais ça a permis de prendre des mesures importantes qui ont éradiqué un système de minoration, par exemple, des recettes de l'État, à travers des actes délictueux. Donc, maintenant, le gouvernement également, il y a eu beaucoup de sanctions, c'est vrai, contre un certain nombre de fonctionnaires véreux. Il y en a qui persistent, il faut le reconnaître, qui persistent dans cette voie, mais il rencontrera l'administration et nous avons la farouche détermination de régler définitivement cette question. Quand je dis définitivement, c'est-à-dire permettre à ce que l'administration joue son rôle et que l'autorité de l'État puisse s'établir à tous les niveaux à partir du respect des textes. C'est lorsque nous respectons les textes, c'est là où on va réduire la corruption. Voilà. Avant de continuer cet échange, je vous propose d'écouter cet autre élément signé par la rédaction d'Africa 24. En commençant le plan national de développement, nous avons pris du temps pour faire le bilan de ce qu'on appelle le RCPCA parce que le plan national de développement vient succéder au plan de relèvement où le pays avait mis beaucoup d'accent sur la gouvernance de l'urgence. Mais c'est vrai, la question qui était revenue à plusieurs reprises, c'est la question de la gouvernance. Derrière la gouvernance, vous avez la question de la transparence. Mais aussi, il faut aller au-delà de la question de la transparence et à la question de la redevabilité. Quand vous recevez de l'argent, vous devez rendre compte. Vous devez rendre compte à ceux qui vous prêtent cet argent ou à ceux qui mettent cet argent à votre disposition. Mais vous devez rendre compte aussi à la population. Cette redevabilité à la fois vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur vis-à-vis des populations. Parce que si vous recevez une somme aussi importante, 9 milliards de dollars, c'est pas rien. Comment vont se traduire sur le terrain, auprès des populations, au niveau de leur niveau de vie, au niveau de la pauvreté, comment baisser la pauvreté, comment améliorer la santé de la population. Monsieur Ndjori, en tant que candidat à la présidentielle, quelles sont les difficultés que vous avez observées en termes de corruption dans le gouvernement actuel? Je vais parler de l'Afrique avant de revenir à la République centrafricaine. Et je voulais parler de l'économie avant de revenir sur votre question. Je n'encourage pas la corruption. De formation, je suis du corps médical, du corps de la santé. Lorsque vous soignez une fièvre et que vous ne soignez pas l'origine, vous n'allez pas guérir votre patient. Vous allez baisser la fièvre avec de l'aspirine et pourtant c'est un paludisme. Donc il faut donner des antipaludiques. Ce que je voulais dire, je dis bien je n'encourage pas. Il faut réévaluer le revenu
du citoyen par rapport au coût de vie. Je pense, ce qui pousse, le premier facteur qui pousse les sujets de notre continent et surtout dans notre pays à envisager la corruption, ce que je ne soutiens pas, c'est peut-être, je le dirais, c'est le revenu. Le revenu n'est pas adapté par rapport au coût de vie. Donc, ça pousse les gens à être plus habiles à accepter la corruption ou bien à détourner les deniers publics. Premièrement, c'est ça. Je crois qu'on doit penser à ça pour pouvoir adapter le revenu de nos compatriotes par rapport à ça. Et deuxièmement, c'est l'accessibilité à la liquidité. Chez nous, tout n'est pas dématérialisé. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on veut payer un frais d'une prestation de service, on donne ça en liquidité. Et je pense que l'argent est tentant pour tout le monde. Et je crois que c'est ça que j'observe, moi, personnellement, qui encourage et qui pousse les gens à faire des détournements. Alors, nous sommes en phase de numérique. Et nous, le pays est lancé pour la digitation. Je pense qu'il faut aller très vite vers cette digitation afin de dématérialiser pour ne pas que les gens aient accès à la liquidité. Je crois que c'est surtout ça, le problème fondamental pour moi. Et deuxièmement, comme mon prédécesseur, il a dit, nous avons élaboré des textes. La République centrafricaine, c'est le premier pays, ou bien l'un des pays, qui a des beaux textes au monde. Je dis bien des beaux textes. Mais est-ce que ces textes sont en place? Ce qui se passe dans notre pays, c'est le respect de ces textes. Puisqu'on ne respecte pas, naturellement, on se lance sur un terrain où tout le monde fait des faux jeux, sans que l'arbitre puisse se sortir son carton jaune pour t'avertir, ou bien le carton rouge pour sanctionner. Ça veut dire donc que le ministère de la Justice ne fait pas son travail? C'est pas ce que j'ai dit, les textes. Non. Je dis, il faut respecter les textes. Il faut respecter les textes. Tant qu'on ne respecte pas les textes dans notre pays, on ne peut pas, comment dirais-je, éradiquer, sinon maîtriser la corruption déjà, éradiquer. Bon, vous voulez parler du ministère de la Justice déjà. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un code de procédure pénale qui ne sied pas à notre constitution. Parce que dans la nouvelle constitution, il faut 48 heures. Dans l'ancienne constitution, il faut 112 heures. Vous voyez, déjà, s'il y a un biais au niveau du code de procédure pénale déjà qui n'est pas actualisé par rapport au texte fondamental, déjà, il y a un problème. Il faut être au top de l'actualité. Aujourd'hui, quand vous allez dans une prison, par exemple, sinon dans les cellules de les brigades ou bien le commissariat, vous pouvez avoir la chance d'avoir un centrafricain qui est détenu plus de 112 heures. Or, vous voyez déjà, c'est un biais à la procédure. Ça, pour moi, je considère comme le non-respect déjà de la déontologie. Donc, vous voyez, c'est ça. Et si j'en appelle à nos magistrats et au corps de la justice, pour qu'un pays puisse bien fonctionner, je pense que ce corps-là doit bien travailler. Travailler avec une bonne moralité, travailler par rapport aux règles de l'art, travailler par rapport à la déontologie. Et tant que la justice centrafricaine ou bien la justice sur notre continent, ce qui pose problème sur notre continent, c'est le non-respect des textes. Et deuxièmement, la justice, vous arrivez en Occident, naturellement, personne ne vous surveille. Mais quand vous voyez un policier, naturellement, vous avez déjà peur, parce que même si vous êtes en règle, puisque tout le pays, le paysage du pays fait que le respect des textes, le respect de la justice est établi naturellement. Vous, dans votre subconscient, vous vous dites non, vous vous reprochez de quelque chose, mais si vous êtes en règle, tout ça c'est établi par des hommes qui respectent les textes qu'ils ont élaborés et leur pays fonctionne. Je pense dans votre gouvernement, comment allez-vous faire respecter ces textes? Premièrement, on va commencer par faire asseoir d'abord les magistrats. Il faudrait qu'ils nous expliquent pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut d'abord écouter avant de... Nous avons la proposition, mais il faut d'abord les écouter. Il faudrait qu'ils nous disent pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Parce que nous avons des rapports. Il y a des rapports visuels. Tout rapport n'est pas forcément matériel. Les rapports visuels. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Comment ils pensent que ça doit fonctionner? Maintenant, en nous disant, ça sera leur droit. Derrière ce droit, il y aura des devoirs. Vous, comment vous voulez que ça marche pour que vous soyez dans les conditions de travail? Vous nous dites, on va prendre en compte. On va mettre les moyens à disposition, mais derrière ça, on va vous dire, voici vos devoirs. Maintenant, nous avons des instances de sanctions, nous avons des inspections, nous avons de l'inspection générale au niveau de la justice, nous avons des organes de sanctions, nous avons des hautes cours de justice. Ces organes-là seront en charge
d'aller maintenant vers l'application de textes. Et il y aura la police des polices. Nous allons mettre en place ce qu'on appelle la police des polices qui va circuler en civil pour voir est-ce que l'auxiliaire de justice, qui est le policier, est-ce qu'il a bien fait son travail déjà à l'origine avant d'aboutir au niveau de la justice. Il faut contrôler ça. Maintenant, il faut aller voir les rapports. Est-ce que les enquêtes ont été établies conformément à ce qui a été fait? Et à partir de là, maintenant, il faut prendre des mesures drastiques pour pouvoir, éradiquer ce phénomène. Monsieur Balalou, la transparence budgétaire est insuffisante et les citoyens ont peu d'informations sur l'utilisation des fonds publics. Comment le gouvernement met en place des mesures pour donner cet accès-là à l'opinion publique? Je voudrais vous dire que, au niveau de transparence budgétaire, nous avons une lisibilité, je vous le confirme, de la gestion de nos finances publiques. Ce n'est pas pour rien que le budget est voté par l'Assemblée, discuté, les représentants du peuple l'examinent, de fond en comble, votent. Et on a un devoir de redevabilité, puisque après, il faut revenir devant l'Assemblée à travers la loi de règlement, pour justifier la gestion. Et aussi, le ministère des Finances, régulièrement, publie des informations sur la gestion de nos finances. On n'a rien à cacher. Il y a des indicateurs, puisque nous sommes sous programme avec le Fonds monétaire. Si nous avons passé des étapes dans le cadre du programme FEC, faciliter l'argent de crédit, nous sommes à la 5e revue. C'est parce qu'il y a un effort de gestion transparente de nos ressources et que nous informons le public des efforts qui sont faits, raison pour laquelle ces institutions internationales accordent du crédit et renouvellent les appuis au gouvernement. Quand on parlait de transparence budgétaire, nous le faisons régulièrement. Le ministère des Finances le fait. Le chef de l'État encore dirige un comité de suivi de gestion des finances publiques. Ce comité permet, avec même les partenaires qui participent, et certains partenaires participent, n'est-ce pas, au suivi des mesures qui sont prises et également des mesures collectives qu'on peut prendre. C'est publié, ces résultats sont publiés. Aujourd'hui, le gouvernement fait un effort pour rendre toujours plus transparent la gestion de nos finances publiques. Une gestion prudente, ce qui nous a permis aujourd'hui de relever beaucoup de défis. Comme vous voyez, nos recettes en 2016, quand vous voyez maintenant les efforts qui sont faits pour mobilisation des ressources internes, aujourd'hui, on a fait un pas de géant, il faut le reconnaître. C'est pour cette raison que ce que vous dites, peut-être que certaines personnes pensent que c'est insuffisant, ces informations, mais nous ouvrons une tranche. Le ministère des Finances, régulièrement, présente les informations sur l'évolution, n'est-ce pas, de la gestion budgétaire à la radio, au cours des émissions que nous le faisons, même des conférences que le ministre des Finances organise régulièrement. Monsieur Njori, comment associer les populations au suivi budgétaire? Je crois qu'il faut... Je vais revenir toujours sur la digitalisation. Absolument. Il faut des revues, comme a dit mon professeur. Mais le problème dans notre pays, même si le taux de pénétration, parce que c'est le seul outil qui nous permet, à jour, d'être informés en temps et en heure, pour ceux qui ont la chance d'avoir accès à cet outil. Mais je crois aussi qu'il faut des revues. Le problème de la République centrafricaine, c'est que quand nous avons des quotidiens. Chez nous, nous avons des organes de presse, mais quand vous parcourez au-delà d'un certain périmètre, vous ne trouvez pas. Pour ne pas dire à l'intérieur du pays. Ça ne couvre que le centre-ville. C'est ça le problème. Je pense qu'il faut travailler avec ces organes pour que les rapports soient publiés dans le quotidien et maintenant faire en sorte que ça puisse couvrir déjà les arrondissements, tous les arrondissements de communes et toute l'étendue du territoire afin que les Centrafricains puissent être au courant. La deuxième possibilité qui est plus simple aujourd'hui, même si nous avons, il y a un projet qui a été monté. Vous savez que comme tout projet, il y a des phases, première phase, deuxième, et surtout jusqu'à l'opérationnalisation du projet pour la couverture et puis la digitalisation du département de la communication, et ça suit son cours. Mais en attendant, nous avons une convention avec les stations radio dans notre pays. Nous avons des stations privées, nous avons des stations communautaires.
ce rapport-là doit être partagé dans ces stations et puis diffusé pour que... Je reviens encore sur cette question de langue parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des biais si ça continue toujours à être diffusé en français, mais ceux qui sont en limite ou bien en limitation de cette langue-là ne trouveront pas leur place par rapport à ça. Moi, je pense que ce que nous devons faire en tendant la couverture nationale en digitation pour qu'en un seul clic, vous avez accès à tout, mais il faut travailler avec les organes de presse, la presse écrite et puis les autres stations radio pour qu'au moins on donne des informations, parce que ce qui est bien ici, les informations sont beaucoup suivies, ainsi que le communiqué. Le communiqué, ça c'est vraiment l'heure de pointe pour les Centrafricains. Quand il y a un communiqué, tout s'arrête, tout le monde écoute, chacun s'accroche à son poste au La récepteur. corruption mine l'économie, les institutions et la confiance des citoyens. Quel mécanisme immédiat et simple proposez-vous pour restaurer cette confiance dès les 100 premiers jours de votre mandat si vous êtes élu? Premièrement, déjà, pour gagner le marché, il faudrait que les entreprises qui vont gagner le marché, on doit mettre en place un contrat qui est clairement défini avec des indicateurs. Premièrement. Les sociétés doivent nous présenter une assurance qui doit rembourser le montant de l'enveloppe octroyée pour le projet de développement dans un délai de... Les contrats seront signés devant des notaires, des avocats, pour que, au moins, automatiquement, en cas de non-respect de cahier de charge, les fonds soient remboursés. Si vous détournez de l'argent par rapport au projet, nous, c'est l'assurance que nous avons visée. Et deuxièmement, absolument, il n'y aura pas de main en main. Nous avons aussi aujourd'hui un portefeuille, un système financier qui est efficace. C'est Orange, bon, c'est les mobile money, les mobile banking. Donc, on peut travailler avec ces opérateurs de manière à ce que, en attendant que la banque puisse couvrir toute l'étendue du territoire national, signer une convention avec les opérateurs de téléphonie tels que Télécel, Orange, pour que, au moins, les virements se fassent de façon numérique, sans pour autant que ça se passe entre de main en main, pour éviter au moins les contacts avec avec la liquidité. Et dernièrement, moi je pense qu'aujourd'hui il y a quelque chose que je vais féliciter, c'est le paiement de la fiscalité en ligne. Je pense qu'il faut amener tous les opérateurs économiques, les petites boutiques, de manière à ce que on impose les caisses enregistrées pour qu'il y ait une traçabilité, parce qu'on ne peut pas acheter de main en main et ça constitue une perte en termes de mobilisation de ressources pour l'État. Vous savez que quand on a les caisses enregistrées partout, nous aurons l'œil, parce que l'inspecteur, quand il va venir, il n'aura pas accès directement aux commerçants, sinon à l'opérateur économique, il va demander tout simplement le ruban pour interroger la TVA, la collecte des TVA, et ça sera directement connecté au ministère des Finances, puisque nous avons un compte conjoint au jour d'aujourd'hui, et il faut connecter les boutiques, les entreprises, tout ça directement à partir de leur compte sur le compte de l'État pour que le paiement se fasse. Monsieur Balalou, quelles seront les sanctions immédiates du gouvernement en place contre les détournements de fonds? C'est des sanctions impitoyables. Il faut donner l'exemple. Je vous ai parlé il y a quelques années, sous le magistère du président Touadéra, en tant que Premier ministre, il a fait. Et nous devrions donner l'exemple. Aujourd'hui, on a un devoir d'intégrité. Nous sommes au service du peuple. Nous devrions rendre compte de notre gestion. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure, excusez-moi, de la corruption, mais il y a des signes visibles de la corruption, qui sont simples, pour lesquels on peut traquer les gens. Vous gagnez 100 000 francs, vous construisez une maison de 50 millions, de 100 millions, vous avez trouvé l'argent. C'est qu'il faut, on arrive à traquer ceux qui brassent énormément d'argent, mais quand on voit leurs ressources, c'est sans commune mesure avec les ressources qu'ils gagnent. Ça aussi, c'est un phénomène de corruption, de justifier comment ils ont fait, par exemple, pour arriver à disposer des moyens à ce niveau. Ça, c'est le travail de ces organes dont je vous ai dit. Les règles sont là, les textes sont là, il suffit de les appliquer. Et comme vous le dites si bien, nous sommes impitoyables vis-à-vis de ceux qui commettent des infractions. Et nous avons le devoir de les sanctionner, parce que c'est ça qui va permettre justement à chaque citoyen de comprendre la responsabilité qui incombe à la fois à ceux qui exercent et ceux-là qui sont appelés, n'est-ce pas, aussi à être au service de l'État. C'est la fin de cette édition de l'Africa Newsroom consacrée à la bonne gouvernance et aux enjeux
démocratique. Nos invités étaient Maxime Balalou, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, Serge Ghislain Diouri, candidat à la présidentielle. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de l'Africa Newsroom depuis Bangui en Centrafrique. Retrouvez nos programmes sur Africa 24.